Masechet Shabbat Daf Tzadik Bet, on va commencer par Tzadik Aleph Amud Bet, les 8 dernières lignes. Metive Hamotzi Kupat Arochlin Untana ala Iskupa Chitzona Afalpi Sherov Minim Bachutz Patur Ad Sheyotzi Et Kol Hakupa Kasalka Daatin Bitzrare Kashia Lechizkia. Pour comprendre le sujet, il faut se remettre dans le contexte. Nous avions appris précédemment une grande mahloket entre Chizkia et Rabbi Yochanan. Est-ce que Eged Keli Shme Eged ou Eged Keli Lo Shme Eged? C'est-à-dire, dans la Mishnah, on nous a présenté un cas de figure très précis, à savoir, lorsqu'une personne a pris une coupa qui était mêlée à Perot. Dans cette coupa où il y avait des pérotes, la personne a pris cette coupa, il est sorti avec pendant Shabbat, de la maison vers l'extérieur. Mais il s'est arrêté au niveau de l'entrée. Et il a posé la coupa sur le seuil de la porte. Donc il y a une partie de la coupa à l'intérieur et une partie à l'extérieur. La Mishnah nous a dit que dans ce cas, on n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait sortir toute la coupa. Et donc, tant qu'il n'a pas fait sortir l'objet tout entier, il n'est pas tour. Mais il y avait une marloquette entre Chizkia et Rabbi Yochanan à ce propos. Rabbi Yochanan disait que peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de cette coupa, que ce soit des petits légumes, des petits fruits ou bien des grands, toujours pas tour. Mais Chizkia distinguait entre des longs poireaux ou des longues tiges qui prennent toute la place dans la boîte. Et donc, si j'ai posé le caisson au milieu de l'entrée, alors même le contenu n'est pas sorti entièrement. Il y a une partie du contenu qui est à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Par exemple, le poireau, il est long, les courgettes, pareil. Eh bien, une partie des courgettes, une partie des poireaux sont encore à l'intérieur. Tandis que si c'était des graines de moutarde ou des graines de céréales, quand j'ai fait sortir la boîte et que je l'ai posée au milieu de l'entrée, alors les graines qui sont déjà dehors, elles sont entièrement dehors. Chizkia va dire que dans ce cas, on est chayav. La Mishnah qui a dit patour, ça parle de pérotes comme dilouin, comme kishouin, qui sont longs. Mais si c'était des petits grains de moutarde qui sont complètement sortis à l'extérieur, eh bien, on est chayav. Rabbi Yochanan disait que non, ça ne change absolument rien. Petit ou grand pérote, puisque c'est dans la même coupa, Eged Keli, Shme Eged. La jonction que crée le Keli, eh bien, c'est une jonction. C'est-à-dire que le Keli relie tout le contenu. On ne va pas se focaliser sur le contenu, on va se référer au contenant. Puisque c'est le même Keli, et il est sorti qu'à moitié ou même majoritairement, tant qu'il reste une partie du Keli à l'intérieur de la maison, ce n'est pas tout le Keli qui est sorti dehors, pas tour, d'après Rabbi Yochanan. Et maintenant, la Gemara pose une question à Chizkia. Comment est-ce que tu peux dire que on se réfère au contenu, même si le Keli n'est pas totalement sorti, l'homme peut être chayav, pourtant il est écrit dans une baraïta, Hamotzi kupat arochlin. Un rochel, c'est un marchand ambulant. Il allait avec sa calèche d'un endroit à l'autre pour vendre des produits. Et il avait des boîtes où il mettait dedans des parfums ou toutes sortes d'objets. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Pendant Shabbat, il a pris la coupa et il a déposé au niveau de l'entrée, sur le seuil de la porte. Afalpi sherov minim bachutz patour. La Braïta nous dit clairement, bien que la majorité des éléments se trouvent à l'extérieur, il n'est patour. Hachiotzi et kol coupa. Il ne serait chayav que s'il fait sortir toute la coupa à l'extérieur. La Gemara a cru Kasalka da'atar, elle a pensé au début, bitzrare, qu'on parle ici de tzrorot. C'est quoi tzrorot ou tzrare en araméen? C'est des pochettes. Qu'il y avait à l'intérieur de cette coupa,
de ce caisson, il y avait plusieurs pochettes de plantes parfumées. Et le marchand ambulant, il vend des pochettes. Donc, si on a pris cette boîte où il y avait plusieurs pochettes et qu'on l'a posée au milieu de l'entrée, c'est sûr qu'il y a des pochettes qui sont déjà dehors. Et si, malgré tout, la Braïta nous a dit patour, sous-entendu qu'on ne se réfère pas au contenu, on se réfère au keli qui contient toutes ces pochettes. Donc Rabbi Yochanan a raison de dire Eged keli, shme eged. Donc c'est une kushia contre Chizkiya qui a dit que Eged keli, lo shme eged. Pour lui, le keli ne fait pas le lien entre les éléments qui se trouvent contenus à l'intérieur. Pour lui, il faut considérer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Amar lecha Chizkiya, Chizkiya va te répondre, Hacha b'may askinan, ici de quoi on parle? Be'urnasé. Qu'est-ce que ça veut dire urnasé? On parle de tiges longues, comme par exemple des tiges de lavande, toutes sortes de plantes qui sont très longues et qui ont été posées dans la longueur de la boîte. Donc si cette boîte, tu la poses sur le seuil de la porte, donc il y a forcément une partie de ces parfums, une partie de la tige à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Donc même le contenu n'a pas été totalement transporté vers l'extérieur. Il y a toujours une partie du contenu à l'intérieur. C'est pour cela que même d'après Chizkiya, on n'est pas tour. Et maintenant, la Gemara va adresser une objection, non pas à Chizkiya, mais plutôt à Rabbi Yochanan. Comment Rabbi Yochanan peut dire que Eged Kelish, mais Eged, et que la caisse, il faut se référer au caisson, au récipient, et non pas au contenu. Pourtant, il est écrit dans une braïta. Mativ, Rav Bibi Barabaye. Toujours quand on dit métivé ou mativ, c'est qu'on cite une source, soit de la Torah, un pasouk, soit une Mishnah, soit une braïta. Là, Rav Bibi Barabaye va poser une question sur Rabbi Yochanan à partir de la braïta suivante. Hagonev kis beshabbat, chayav, shekvar nitrayev bigneva, kodem sheavolide sur Shabbat. Si quelqu'un a volé de l'argent en semaine, alors évidemment, le Beddin va le condamner à payer, à rembourser au propriétaire l'argent qu'il lui a volé. N'est-ce pas? D'ailleurs, si c'était fait en cachette, c'était pas du gezel, c'était de la gneva, il devra payer même le double. Tachloum et kefel. Ça, c'est en temps normal. Deuxième halakha, quelqu'un qui profane le Shabbat, s'il a fait ça bémézid avec atra'a, c'est-à-dire volontairement et avec deux témoins qu'il avait avertis préalablement, cet homme est condamné à mort. Il est condamné à la skila, à l'époque du Beddin. Ça pouvait se passer comme ça. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a fait deux avérotes en une seule action? C'est-à-dire qu'il a fait chilul Shabbat et il a en même temps volé de l'argent à l'autre. Je vais prendre un cas, pour donner un exemple, un cas de mazik. Une personne qui a incendié le champ du voisin en semaine. Le Beddin vont le condamner à payer le prix des indemnités. Quel est le din s'il a allumé et incendié le champ du voisin un jour de Shabbat? Donc d'une part, il a fait chilul Shabbat, et dans la même action, il a endommagé le champ du voisin. Est-ce qu'il sera chayav de payer d'abord avant de le condamner à mort? Là, on applique une règle très connue, kamle bidrabamine. C'est-à-dire, on ne lui inflige que la sanction grave et on le dispense de la sanction moins grave. C'est la halakha de la Torah. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas seulement s'il a tué Bémézid, ou pardon, s'il a fait Chilul Shabbat Bémézid, même s'il a fait Béchogeg. La Gemara nous enseigne ailleurs que ce din de Kamle Bedrabamine, c'est pas seulement si vraiment on va le sanctionner, si vraiment on va le tuer, c'est là que on va le dispenser de la sanction moins grave, à savoir de payer des indemnités. Même dans le cas où il était shogeg par rapport au Shabbat,
et donc on ne va pas le condamner à mort, malgré tout, il ne sera pas tour de payer le prix du champ qu'il a brûlé. Pourquoi? Car cette action de l'allumage pendant Shabbat est une action qui potentiellement peut entraîner une condamnation à mort. S'il avait été méside avec des témoins qu'il avait avertis, il aurait pu être condamné à mort. Bien que maintenant il n'y avait pas de témoins qu'il avait avertis, ou bien carrément il était shogeg, et étant donné qu'il a fait une action qui est potentiellement apte à être condamnable d'une sanction plus grave, eh bien il n'est pas tour de la sanction moins grave. Et l'autre monsieur n'aura que ses yeux pour pleurer. Il ne pourra pas réclamer des indemnités. C'est frustrant, mais c'est ça la halacha. Et donc de ce fait, ça veut dire que ce monsieur, Mina Shamaim, il devait perdre cet argent, puisqu'il a eu affaire à quelqu'un qui lui a fait un dommage qui n'est pas remboursable. Bon, je ferme la parenthèse pour revenir à la preuve de Rav Bibi bar Abaye. La Baraïta nous enseigne tout d'abord Hagonev Kizbe Shabbat, Chayav. Qu'est-ce que ça veut dire ici Chayav? Chayav les Shalem. Celui qui a volé une pochette d'argent pendant Shabbat, eh bien, il est Chayav de payer. Pourquoi? Car Shekvar Nitrayev Bigneva Kodem Shiavo l'idée Isur Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait le voleur? D'abord, il a soulevé la pochette d'argent. Et après, il est sorti avec à l'extérieur, il a fait la melacha de Hotza'a et Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il est chayav de payer? Car ça s'est fait en deux temps. Première action, Gneva, dans la maison, puisque quand il a soulevé le sac d'argent, il était encore dans la maison, mais il a fait déjà la Gneva, avec la Agbaha. Ensuite, quand il est sorti, il a fait une deuxième action de Hotza'a. Puisque ça arrive en deux temps, deux actions différentes, eh bien là, il est chayav de payer. On ne va pas le dispenser. Puisque Nithayev Bigneva, Kodem Sheyavo, l'idée Isur Shabbat. La Braïta conclut en disant que dans le cas où Haya Megarer Veyotse, Patour, Share Isur Gneva Veisur Shabbat, Ba'im Ke'echad. Mais si ce voleur était en train de tirer le sac d'argent, il ne l'a pas soulevé, il n'a pas fait le kinyan de Agbaha, il n'a pas encore volé. Pour que le voleur ait le chiyuv de Gneva, il faut qu'il fasse un kinyan. Et ce kinyan-là, il fait soit Agbaha, soit Meshicha. Mais Meshicha, il faut qu'il sorte totalement l'objet à l'extérieur. C'est la différence entre le premier cas et le deuxième cas. Dans le premier cas, il s'appelle Ganav déjà à l'intérieur, quand il a soulevé. Dans le deuxième cas, il ne sera Ganav que lorsqu'il aura tiré le sac complètement à l'extérieur. Du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Au Tzidei Reshut HaRabim. De ce fait, puisque il n'est pas considéré Ganav tant qu'il n'a pas tiré totalement le sac, alors il ne sera pas tour de rembourser. Pourquoi? Car au moment où il a tiré le sac à l'extérieur, il a fait deux avérotes en même temps. La avéra de Hotza'a, Beshabbat, et deuxièmement de Gneva. Puisque les deux arrivent concomitamment, Isur Gneva, et Isur Shabbat, Ba'im Ke'echad, alors il n'est pas tour de payer. Voilà donc la Braïta. Comment Rav Bibi va analyser? Il va dire comme ça. Ve'is al kadatach. Eged kelish me eged. Kadim le isur gneva le isur Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on tire une pochette d'argent, il y a à l'intérieur des pièces. Les pièces de monnaie, elles sont séparées les unes des autres. Donc lorsqu'il tire le sac, il y a des pièces de monnaie qui sont déjà dehors. Certes, le sac il n'est pas totalement sorti. Mais quand il tire au fur et à mesure, il y a d'abord des pièces qui sont déjà dehors et une partie du sac qui est encore à l'intérieur. Quand est-ce qu'il va être Hayav Mishum Hotza'a? Que lorsqu'il aura tiré le sac tout entier. Puisqu'on a vu que le Keli, tant qu'il n'est pas sorti dehors, eh bien,
il est, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Eged Kelish, mais Eged, d'après toi, Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu dis, toi, Rabbi Yochanan? Tu dis que Eged Kelish, mais Eged. Donc, sur le plan Shabbat, la profanation du Shabbat, elle ne se fera qu'à la fin, qu'une fois qu'il aura sorti tout le sac. Mais au niveau de la Gneva, au fur et à mesure que les pièces, elles sont dehors, eh bien, il les a déjà acquises. Et pourquoi est-ce qu'elles sont considérées comme déjà acquises par le voleur? Il a déjà fait le Marassé de Gneva, il a déjà fait le Kinyan de Ganav par cette Meshira, parce que l'ouverture du sac se trouve à l'extérieur quand il tire le sac, et donc il peut ouvrir et prendre des pièces de monnaie. C'est considéré comme accessible, ces pièces de monnaie, et par conséquent, c'est comme s'il les a déjà volées. Alors si c'est comme ça, il devrait être hayav de payer, puisque là encore, ça arrive en deux temps. D'abord, il a volé les pièces qui sont contenues dans le sac, au fur et à mesure qu'elles sortent. Et ensuite, il va être hayav mishum hotza'a beshabbat, lorsqu'il aura sorti tout le sac. Alors pourquoi la Mishnah dit patour? La Mishnah dit que les deux avérotes arrivent en même temps, le vol et la hotza'a. Mais ce n'est pas vrai, d'après toi, Rabbi Yochanan, qui pense que Eged Kelish, mais Eged. Encore d'après Hizkiya, je comprends. Parce que Hizkiya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Eged Kelilosh, mais Eged. Quand on a des graines de céréales dans la boîte, même si on est au milieu de l'entrée, qu'il y a une partie qui est à l'intérieur, mais étant donné qu'on a des graines de céréales qui sont déjà à l'extérieur, il est chayav, ça s'appelle Otsa'a. Alors, puisque ça s'appelle Otsa'a, donc je comprends que pourquoi il n'est pas tour de rembourser, parce que quand il a tiré le sac, au fur et à mesure qu'il fait sortir les pièces de monnaie, en tirant le sac, il est chayav mishum Otsa'a. Donc le vol et la Otsa'a arrivent concomitamment. Donc il n'est pas tour. Kamle bedrabamine. D'après Hizkiya, ça se comprend. Mais d'après Rabbi Yochanan qui a dit que Eged Kelish me Eged, donc il ne sera chayav pour la Otsa'a qu'à la fin, lorsqu'il aura sorti tout le sac. Alors que Mitzad Ganav, il est déjà chayav au fur et à mesure que les pièces de monnaie se retrouvent à l'extérieur. La réponse de Rabbi Yochanan est la suivante. I deapke derer piv hachinami, acha bemayaskinan deapke derer shulav. La Gemara arrive à tirer l'épingle du jeu. Et elle dit comme ça. Elle dit, c'est vrai, cette question elle est très bonne, dans la mesure où la Braïta a parlé du cas de figure suivant, où le bonhomme, le voleur, était en train de tirer le sac normalement, avec l'ouverture de la pochette vers l'extérieur. Vers l'extérieur, donc, au fur et à mesure qu'il sort, on dit que ces pièces, elles sont considérées comme déjà gneva, comme déjà volées. Pourquoi? Parce qu'elles sont accessibles. Il suffit d'ouvrir la pochette et il prend les pièces. Puisqu'elles sont accessibles, donc c'est comme s'il les a déjà acquises. Or, ici, on parle d'un sac qu'il a tiré à l'envers. L'ouverture du sac se trouvait à l'intérieur de la maison et le ganav, il tire la pochette, il la tire par le fond de la pochette, par l'extrémité. Et donc, il tire, mais les pièces, elles ne sont pas accessibles. Puisque les pièces de monnaie ne sont pas accessibles, donc il n'y a pas eu encore de kinyan. Le kinyan du ganav n'a pas encore lieu. Quand est-ce que ça aura lieu? Que lorsqu'il aura tiré tout le sac. Eh bien, lorsqu'il aura tiré tout le sac, il y aura les deux avérotes concomitantes. Premièrement, Hotza'a, deuxièmement, Gneva, puisque c'est Baïm ke Echad, on a compris pourquoi la Braïta nous a dit pas tour de payer, parce que Kamle bedrabamine. La Gemara pose une question, elle dit Vea Ika Mekom Halama. Je comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Tu dis que l'argent est inaccessible. Mais si l'argent est accessible, comment? Par le biais de la couture. Halama, Rashi nous dit que c'est soudure. D'ailleurs, même en hébreu moderne, comment on dit la soudure? Ahlama. La soudure, c'est lorsqu'on veut souder, aujourd'hui de métal, on parle de ahlama. Eh bien ici, lorsque halama,
C'est quoi halama? C'est l'endroit de la couture. Quand tu veux ouvrir un sac, tu veux le déchirer, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres au niveau de la couture. Tu retires les points de couture et tu peux accéder aux pièces de monnaie. Alors, puisque tu aurais pu ouvrir, même par le fond, au travers de la couture, pourquoi tu dis que l'argent est inaccessible, il n'est pas encore voleur? Tosfot disent, regardez Tosfot en haut de la page, Daf Tzadik Bet, Dei mafkale nir eleri shekisin shelahem lo hayu tfurot bechozek kemo shelanu להכי פריך ממקום התפירה ולא ממקום אחר. Tosfot nous disent que la Gemara n'a pas parlé de quelqu'un qui va prendre un couteau et qui va déchirer le sac pour voler l'argent. C'est pas de cela qu'on parle. On parle de l'époque où les coutures n'étaient pas très serrées. C'est pas comme aujourd'hui quand vous voyez un sac à main. C'est tellement bien cousu que c'est impossible de déchirer. Tosfot disent qu'à l'époque, les points de couture n'étaient pas très solide et donc on pouvait facilement ouvrir le sac, pas seulement du côté du P, de P à sac, c'est-à-dire un P à kiss, mais même par l'arrière. Pas seulement par l'ouverture, mais même par l'arrière. Mais comme halama. Alors, là encore, puisqu'il peut facilement ouvrir le fond du sac, et récupérer l'argent qui est dedans. Donc l'argent qui est déjà sorti, on devrait le considérer comme déjà volé, puisqu'il est accessible. Et mitzad sheni la hotza'a, il ne sera chayav que lorsqu'il aura tiré le sac tout entier. Alors pourquoi tu dis que ça arrive baim ke echad? Ce n'est pas vrai, ça arrive en 2 temps, et donc il devrait être chayav de payer. La Gemara répond benaska. Ici, on parle de quelqu'un qui a tiré un sac où il n'y avait pas des pièces d'argent, des pièces de monnaie. Il y avait des lingots d'argent. C'était des longues barres d'argent massifs qu'il y avait à l'intérieur de ce sac. Et de ce fait, quand il tire, tu ne peux pas dire qu'il a fait la meshicha, parce qu'il y a agbaha ou meshicha. Tu ne peux pas dire qu'il a fait la meshicha de tout le contenu des pièces de monnaie qui étaient dedans. Puisqu'ici on parle de barres qui sont longues, tant qu'il n'a pas fait sortir tout le sac, alors même le contenu n'est pas encore volé. Puisque ce sont des longues barres, tu tires, tant qu'il y a encore une partie de la barre, du lingot qui se trouve à l'intérieur, ça ne s'appelle pas encore kinyan, canouille. Donc le voleur, quand est-ce qu'il aura volé ces barres? Que lorsqu'il aura tiré tout le sac à l'extérieur. Et donc là, ça arrive en même temps. Le Issur Gneva et le Issur Shabbat arrivent concomitamment. Voilà pourquoi la Braïta nous a dit pas tour de payer. Kamle Bedrabamine. La Gemara insiste. Et elle dit, malgré tout, j'ai une question. Vekevan deikash shenatzin mapikle ad pume veshare veshakil ushnatzin agide migavai. La Gemara se pose une question, elle dit, je ne comprends pas. Si on analyse le cas, on parle ici d'une pochette d'argent. Une pochette en général, elle est fermée au sommet, au niveau de l'ouverture, avec des cordons, avec des ficelles, n'est-ce pas? Alors il dit, la ficelle, elle est longue. Ce monsieur, quand il a tiré à l'envers, comme tu as dit, le sac, il a tiré vers l'extérieur, le sac, une fois qu'il est sorti totalement, cet homme, il peut ouvrir le sac et prendre les barres d'argent. Il peut prendre ses lingots. Mais est-ce qu'il est chayav mitzad Shabbat? Je te dirais que non. Pourquoi? Parce que les cordons, ils sont longs, ils sont encore à l'intérieur de la maison. Pour que ce soit considéré hotza'a, il faut faire sortir tout le keli, toute la pochette, avec les cordons, avec les ficelles. S'il y a même une partie de la ficelle qui est à l'intérieur, eged keli shme eged, ça veut dire qu'il y a une partie du keli qui est dedans. Alors pourquoi tu me dis qu'il est patour de payer
une indemnité. Ma'apetom, il devrait être hayav, car la gneva a été faite avant la melacha de Hotza, du Issour Shabbat. Donc il n'y a pas de kimle bidrabamine, puisque ça s'est fait en 2 temps. La Gemara donne 2 réponses faciles. La première, Delikash Natsin, on parle d'une pochette qui n'était pas fermée avec des cordons. On peut imaginer par exemple une fermeture éclair ou autre. Deuxième réponse, Veibaritima, et si tu veux, je peux te dire, des hitleh. Béhémet, il y avait des shnatzin, il y avait des cordons. Ou mikarcher, il avait. Seulement, c'était enroulé autour de l'ouverture de la pochette, ce qui a fait que quand il a tiré la pochette, les cordons sont venus avec. Il n'y avait pas un moment où une partie des cordons était à l'intérieur. Voilà, Morev Rabotai, on a bien compris la marloquette entre Chizkiya et Rabbi Yochanan. Est-ce que Eged Keli Shme Eged ou Lo Shme Eged? La Gemara nous dit que bien plus tard, quelques générations après, on retrouve le même débat entre Abaye et Rava. Chen Amar Rava, Lo Shanu Ela Bekupa Melea Kishuin Udloin, Aval Melea Hardal Chayav, Alma Kasavar, Eged Keli Lo Shme Eged. Rava disait que, comme Chizkiya, exactement comme Chizkiya, que la Mishnah qui nous a dit Patour, lorsqu'on a posé la coupa pleine de pérotes au milieu du pétard, sur le seuil de la porte, eh bien on parle de quel cas? Du cas où il s'agissait de longs légumes, comme des poireaux, comme des courgettes, kishouin, des lo'in. Aval melea hardal, mais s'il y avait dedans des grains de moutarde, ou des graines de céréales, eh bien, puisqu'il y a une partie, ça veut dire qu'il y a des graines entières qui sont dehors, hayav, on va d'après le contenu, pas le contenant. Parce qu'ils pensent que Eged Keli, Loshme Eged. Alma Kassavar, donc ils pensent que Eged Keli, la jonction du Keli, Loshme Eged, n'est pas considérée comme une jonction. C'est-à-dire que le Keli ne va pas relier le contenu. Abaye, Amar, Afilou Melea Hardal Patour. Et Abaye, il pense comme qui? Comme Rabbi Yochanan, que ça ne change absolument rien. Que les légumes soient longs ou petits, on va d'après le Keli. Alma Kassavar, Eged Keli Shme Eged. Donc il pense que le Keli, la jonction du Keli est considérée comme une jonction. Alors en d'autres termes, Rava comme qui il pense? Comme Chizkiya, que Eged Keli, Lo Shme Eged. Abaye comme qui il pense, comme Rabbi Yochanan, que Eged Keli, Shme Eged. Eh bien, la Gemara va nous surprendre en nous disant qu'à un moment donné, il y a eu un chassé-croisé. Abaye a adhéré à l'opinion de Rava, et Rava a dit à Abaye au contraire, ce que toi tu avais dit avant, c'est toi qui as raison. Et donc maintenant, chacun s'est ravisé, et chacun va dire le contraire de ce qu'il disait. Rava qui disait comme Chizkiya, désormais il va dire comme Rabbi Yochanan, que Eged Keli, Shme Eged. Et Abaye qui disait comme Rabbi Yochanan, maintenant il va dire comme Chizkiya, comme disait Rava, que Eged Keli Lo Shme Eged. Et après la Gemara dit, le problème c'est que Abaye et Rava, les deux, ils vont s'auto-contredire. Verami de Abaye à de Abaye, verami de Rava à de Rava. Et où est-ce qu'on retrouve qu'ils se contredisent? Dans l'enseignement suivant. De Itmar, Hamotzi Perot Lirshut Arabim, quelqu'un qui fait sortir des fruits à l'extérieur, du domaine privé au domaine public, Abaye Amar, Bayat Chayav, Bikli Patour, Verava Amar, Bayat Patour, Bikli Chayav. Abaye va nous dire, si cet homme a fait sortir les fruits avec sa main, regardez ça. Imaginez-vous, je fais avec ma main comme ça. Donc, moi je suis dans le Reshut HaYachid. Ma main est dans le Reshut Arabim. Je n'ai pas déposé, j'ai juste tenu en suspens, comme ça. Alors, qu'est-ce que nous dit Abaye? Bayad Chayav. Même si je n'ai pas posé mes fruits, rien que j'ai tenu ma main à l'extérieur, Chayav. Par contre, Bekli, Patour. Si j'ai un Keli, il y avait dedans des graines de céréales, j'ai poussé le Keli du Reshut HaYachid au Reshut Arabim, donc je l'ai pris et je l'ai posé au milieu de la porte. Donc il y a une partie du Keli dedans et une partie du Keli en dehors de l'entrée, même s'il est majoritairement de l'autre côté,
Patour. Pourquoi? Eged Keli, Shme Eged. Est-ce qu'il se contredit? Oui, il se contredit. Parce qu'on avait dit avant que Abaye a adhéré à ce que disait Rava autrefois. Et Rava, qu'est-ce qu'il disait? Comme Chizkiya. Qu'est-ce que disait Chizkiya? Eged Keli, Loshme Eged. Ce qui veut dire que Abaye, quand il s'est ravisé, il pense comme Chizkiya, que Eged Keli, Loshme Eged. Or ici, qu'est-ce qu'il dit? Bikli Patour. Que si tu as pris le caisson, où il y avait dedans des graines de céréales, et tu l'as posé au milieu de l'entrée, même si la majorité des graines se trouvent à l'extérieur, il est patour. Pourquoi? Eged Kelish, mais Eged, contradiction. Et on va voir la même chose pour Rava, mais Rava qui disait le contraire. Rava Amar, Bayad Patour, Bikli Chayav. C'est-à-dire, Rava, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si tu prends un objet dans la main et que tu fais comme ça, eh bien tu es patour. Pourquoi? Parce que ta main elle est reliée à ton corps et toi tu es encore à l'intérieur. Alors même si tu as fait sortir l'objet, mais l'objet tu ne l'as pas déposé là-bas. Ta main elle est encore en suspens et elle est rattachée à ton corps. Donc, bayad patour. Bikli chayav. Par contre, si tu as fait sortir le keli où il y avait dedans des graines de moutarde et tu l'as déposé sur le seuil de la porte au milieu de l'entrée, eh bien tu es chayav, car il y a des graines qui sont déjà à l'extérieur. Donc on ne va pas d'après le keli, on va d'après le contenu. Ça veut dire que Eged Keli, Loshme Eged. Mais pourtant, on avait dit que Rava avait adhéré à ce qu'avait dit Abaye. C'est-à-dire qu'il pense comme Rabbi Yochanan, que Eged Keli, Shme Eged. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Eged Keli, Loshme Eged. Il se contredit. Tosfot, regardez Tosfot numéro 2. Verami de Abaye à de Abaye. Avant de vous lire le Tosfot, qui fait juste une ligne, je vous le dis oralement ce qu'il veut dire. Tosfot se posait une question. Pourquoi la Gemara n'a pas répondu tout simplement qu'il n'y a pas de contradiction? Puisque Abaye, à un moment donné, il pensait il pensait blanc. Après, il a dit non, je pense comme Rava, noir. Et Rava, il pensait au début noir, et après il a dit non, je pense comme Abaye, blanc. Alors si tu trouves une autocontradiction de Abaye et de Rava, la réponse elle est facile. Ça c'était avant, et ça c'était après. Au début, il pensait ainsi, et après, il a changé d'avis. Pourquoi la Gemara pose une contradiction maintenant? C'est une contradiction bizarre, étrange. Puisque tu m'as déjà dit que Abaye, à un moment donné, il avait une opinion. Après, il a dit non, il a dit Rava, tu as raison. Et Rava, lui aussi, c'était le contraire. Il avait son opinion. Et après, il a dit Abaye, c'est toi qui avais raison. Alors, si tu trouves une contradiction dans leurs paroles, la réponse, elle est facile. Ce qu'il a dit ici, c'était avant. Ce qu'il a dit ici, c'était après. Pourquoi la Gemara pose une autocontradiction et de Abaye et de Rava? Tosfot nous disent que le chasse, c'est-à-dire celui qui a rédigé la Gemara, savait que Abaye et Rava ont enseigné ce dernier enseignement même après qu'ils se soient ravisés. Ça veut dire même après qu'ils avaient leur opinion finale, malgré tout, ils ont dit quelque chose qui paraît être contradictoire. C'est pour cela que la Gemara pose la question. Parce que la Gemara connaissait la chronologie des enseignements de Abaye et Rava. Au début, Abaye et Rava avaient leur opinion. Après cela, ils se sont ravisés, chassés, croisés. Abaye a adopté l'opinion de Rava. Rava a adopté l'opinion de Abaye. Très bien. Par la suite, ils vont donner l'enseignement de Hamotzi Perot. Mais cet enseignement de Hamotzi Perot, ça les contredit. Regardez Tosfot, troisième ligne. Verame de Abaye à de Abaye. Kaim le hachas de hachmilta de maite itmar batar de hadur behu. Alors maintenant, comment on va répondre à cette contradiction? La Gemara répond très facilement et elle dit Ifour. Ce que tu as vu ici dans ce dernier enseignement de Hamotzi Perot, il faut intervertir les noms. Inverse. Au lieu de lire Abaye, lis Rava. Au lieu de lire Rava, tu lis Abaye. Il n'y a plus de contradiction. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur de transmission par rapport au dernier enseignement et la bonne version, c'est à l'envers. Et donc, en d'autres termes, c'est quoi l'opinion finale?
Abaye, qu'est-ce qu'il pense et Rava, qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, Rava, il pense comme Rabbi Yochanan, finalement, que Eged Keli, Shme Eged, et Rava pense comme Chizkiya, que Eged Keli, pardon, le contraire. Abaye, finalement, il pense comme Chizkiya, et Rava pense comme Rabbi Yochanan. C'est ça la maskana, la conclusion. Rava pense comme Rabbi Yochanan que Eged Keli, Shme Eged, et Abaye pense comme Chizkiya que Eged Keli, Lo Shme Eged. Et on sait que Abaye et Rava, la halakha est comme qui? Comme Rava. À l'exception de 6 cas de figure, Ya'al Kagam, c'est mnémotechnique, c'est les initiales de 6 sujets différents, où la halakha elle est exceptionnellement comme Abaye. Mais sinon, la halakha est toujours comme Rava. Donc c'était très important de savoir qu'est-ce que pense Rava. Et donc la halakha c'est que Eged Keli, Shme Eged. Comme Rabbi Yochanan et comme Rava. Entre parenthèses, la Gemara va rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Bayad Chayav. Vous vous rappelez qu'est-ce que disait Rava? Rava disait que Bayad Chayav, Bayad Patour ou Bikli Chayav. Ça c'était Rava. Mais Abaye, qu'avait-il dit? Bayad Chayav. Quelqu'un qui a pris un objet. Et lui, il est resté debout dans le Reshut HaYachid. Il a étendu sa main avec l'objet dans la main. La main, il n'a pas posé, l'objet, il ne l'a pas déposé dans le Reshut HaRabim. Il a juste suspendu dans le Reshut HaRabim. Qu'est-ce qu'on a dit d'après Abaye? Chayav. La Gemara dit, comment est-ce possible que Bayad Chayav? Vehatnan, pourtant on a appris dans une Mishnah, Pachat Baal Abayit et Yado, Lachutz, Venatale Ani Mitocha, O Shenatan Netocha Vechnis, Shnehem Peturim. C'est la première Mishnah de Masechet Shabbat, dans laquelle nous voyons clairement que pour être Chayav, il faut que le Baal Abayit ait sorti l'objet du Reshut HaYachid et qu'il est déposé dans le Reshut HaRabim, qu'il est déposé dans la main du Ani. Mais si il avait juste suspendu sa main avec l'objet à l'extérieur, et c'est le Ani qui lui a pris de la main l'objet, qu'il a déposé dans le Reshut HaRabim, dans ce cas-là, Shnehem Pturim. Pourquoi? Le Baal Habayit n'a fait que Akira, le Ani n'a fait que Hanaha, ils n'ont fait chacun que la moitié de la Mlacha, donc ils sont Pturim. Comment est-ce possible de dire Chayav, Bayad Chayav? C'est-à-dire quoi Bayad Chayav? Il a tendu sa main avec un objet dedans, Chayav, c'est juste impossible. Réponse. Hatam le ma'ala mishlosha. Hacha le mata mishlosha. Qu'est-ce que ça veut dire? On connaît la règle. La règle, c'est que quand on est à moins de 3 tfachim du sol, alors c'est comme si c'était posé sur le sol. Donc c'est ça la différence. Ici, quand on a dit Bayat Chayav, bien que l'objet est resté dans la main et la main était suspendue, pourtant il n'a pas déposé, pourquoi tu dis Chayav? C'est comme si c'était déposé. Car nous savons que lorsqu'il y a moins de 3 tfachim d'écart entre un élément et l'autre, on considère comme si cet écart a disparu, comme si c'était collé, la voûte. Eh bien cet objet-là, qui est suspendu au-dessus du sol à moins de 3 tfachim, c'est comme s'il était posé sur le sol. Mais la Mishnah, au début de Masechet Shabbat, qui avait dit que lorsque quelqu'un a étendu sa main avec un objet, eh bien il est patour tant qu'il ne l'a pas déposé, c'était au-dessus de 3 tfachim. Au-dessus de 3 tfachim de hauteur, un tefar c'est 1 point, 3 points, eh bien il est patour. Et maintenant, passons à la Mishnah suivante. Hamotzi, ben bimino ben bismolo, betoch reko ou al ketefav, chayav. Sheken masa benekehat. Quel est le din si quelqu'un a transporté un objet
du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, ou vice-versa, ou dans le Reshut HaRabim, il a déplacé l'objet au-delà de 4 coudées. Dans ce cas-là, il est chayav. Mais attention, il faut que la Hotza'a soit faite de manière habituelle, de manière normale. Quelqu'un qui a fait une melacha béchinouille, ça veut dire qu'il a fait la melacha de manière anormale, eh bien il est patour. Pourquoi il est patour? Car toutes les melachot qu'on apprend du Mishkan, là-bas dans le Mishkan, tout était fait avec précision. On faisait les choses normalement et pas de manière anormale. C'est la raison pour laquelle il faut, pour être chayav khatat, il faut avoir fait la melacha de manière normale. Eh bien, la Mishnah nous dit que parfois, transporter l'objet vers l'extérieur de telle manière, ça s'appelle une manière normale, et parfois autrement, ça s'appelle une manière anormale, ça s'appelle des chinouilles. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord normalement? Amotzi ben biimino ben bismolo. Que l'on ait tenu l'objet dans sa main droite ou dans sa main gauche et on est sorti avec, on est chayav. Parce que c'est une façon normale de porter. Betorcheko, ou bien en son sein. Qu'est-ce que ça veut dire en son sein? Dans ses vêtements. D'accord? Ça aussi, ça s'appelle d'une manière normale de porter dans sa poche. Oal ketefav, ou bien transporter sur ses épaules un objet, c'est une manière normale de porter. Chayav, sheken masa bene kehat, puisque les bene kehat, qui avaient pour mission de transporter les objets du Mishkan lors du déplacement, à chaque fois qu'on allait déménager d'un campement à l'autre, il fallait transporter le Aron HaKodesh, le Mizbeach, le Shulchan et ainsi de suite. Les Bnei Kehat, il est écrit Va'avodat HaKodesh alehem bakatef Isaou. Eux, ils portaient sur leurs épaules. On va voir après les objets qu'ils portaient. En tout cas, c'est une manière normale de transporter sur l'épaule. Rashi, au nom du Yerushalmi, nous dit que c'est pas que par rapport au Katef qu'on a cité Masa Bene Kehat. Parce que Rashi dit d'abord que le Masa Bene Kehat, c'était Bakatef. Mais d'où sait-on que porter avec la main droite ou la main gauche ou dans sa poche, mais Torrico en son sein, dans ses vêtements, c'est considéré une manière normale? Eh bien ça, il dit, c'est orahara, c'est l'habitude des gens. Comment les gens transportent des choses? Main droite, main gauche, dans la poche. Donc ça, on n'a pas besoin de preuves pour ça. Mais après, il rapporte au nom d'Yerushalmi qu'en réalité, on s'appuie sur un phénomène du désert. Dans le Midbar, il y avait eu quelqu'un qui a transporté dans sa main droite, dans sa main gauche, dans ses vêtements et aussi sur ses épaules. C'était qui? C'était Elazar ben Aharon à Cohen. Il transportait le shemen la Maor. Il transportait le shemen à Mishra. Il transportait la Ketoret. Et il transportait également le Minchat Ravitin chez le Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'il avait transporté tous ces éléments pendant les déplacements dans le désert, que ce soit avec sa main droite, sa main gauche, Becheko et Al-Ktefo. Donc en réalité, nous avons ici des preuves pour chaque action mentionnée dans la Mishnah. Et la Mishnah maintenant va nous faire la liste de tout ce que l'on appelle Kil Ahariad, Béchinouille, transporté de manière étrange et inhabituelle. Eh bien, Kil Ahariado, par exemple avec le revers de la main. Qui est-ce qui prend les choses avec le revers de la main? On prend avec sa main, avec la paume de la main, pas le revers. Beraglo, avec son pied. Béfive, avec sa bouche. Tosfot disent qu'on ne parle pas ici d'aliments, parce que des aliments dans la bouche, c'est une manière normale de transporter. Quelqu'un qui a un bonbon dans la bouche, ça s'appelle transporter normalement. On parle ici, par exemple, quelqu'un qui prend un stylo dans la bouche ou une clé, des choses qui ne sont pas normales. Ou Bemarpeko. Il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot, c'est quoi Marpek? Rashi traduit par Essel,
les aisselles, quelqu'un qui va mettre un objet sous ses aisselles. Et Tosfot ne sont pas d'accord, ils disent que marpek c'est le coude, quelqu'un qui met quelque chose sous son coude. Regardez, Rashi, Bemarpeko aisselle, Tosfot Bemarpeko, ou chez Corinne coude, Velok Moshe Piresh Bekuntras aisselle. Donc vraiment, ils parlaient français totalement, Tosfot et Rashi. Beozno, ou bien si par exemple, il accroche un objet à son oreille, ce n'est pas normal. Bisaro, ou bien il transporte en mettant dans ses cheveux. Ou befundato pialemata, ou bien quelque chose qu'il a mis dans sa bourse, sa ceinture, il a une bourse au niveau de la ceinture, mais l'ouverture, elle est à l'envers. Au lieu d'avoir l'ouverture vers le haut, pour sécuriser ce qu'il transporte, son argent ou ses papiers, eh bien il a mis l'ouverture vers le bas. Fundato pialemata, c'est sûr que ce n'est pas un derer. Ben pundato la chaluko. Ou bien par exemple quelqu'un qui met des objets entre la ceinture et sa taille. Ça veut dire qu'il met les objets au niveau de la taille, mais entre la ceinture et le corps. Ça aussi, ce n'est pas une manière normale de transporter. Ou bisfat raluko. Ou bien si on met des choses dans les ourlets. L'ourlet, il est un peu ouvert, il y a de la place, eh bien, il a mis quelque chose dedans, ce n'est pas considéré comme un transport normal. Bemin alo, besandalo, ou bien s'il a mis dans sa chaussure, ou bien dans ses sandales, dans ses sabots. Patour, shelo hotzi kederech hamotziin. Dans tous ces cas de figure, il sera patour d'apporter un korban puisqu'il n'a pas transporté normalement. Amar Rabbi Hazar, la Gemara maintenant commence à nous expliquer, à nous enseigner quelque chose de très fort. Amar Rabbi Hazar, hamotzi masoy lemala me'asara tefachim chayav, sheken masa bene kehat. Vous le savez que la différence entre le Reshut HaYachid et Reshut HaRabim, c'est que Reshut HaYachid, Ola ad la Rakia, le Reshut HaYachid occupe un espace jusqu'au ciel. Ça veut dire qu'on fait monter les Mechitzot virtuellement jusqu'au ciel. Et on considère que le Reshut HaYachid n'est pas limité dans la hauteur. Tandis que le Reshut HaRabim, la zone atmosphérique du Reshut HaRabim est limitée à 10 tfachim de hauteur. Au-delà, ça s'appelle Makom Pitour, Makom Ptour. Par exemple, quelqu'un qui aurait pris un chewing-gum et il le jette dans le Reshut HaRabim, plus de Arba Amot, et finalement ça s'est collé sur un mur, vertical. Ça s'est collé sur un mur. Chayav ou Patour? Est-ce que ça s'appelle une anaha? Ça dépend. Si ça s'est collé en dessous de 10 tfachim de hauteur, ça veut dire qu'à partir du sol, tu comptes 10 tfachim de hauteur au niveau du mur. Si le chewing-gum il a collé là-bas, Hayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle dans le Reshut HaRabim. Il y a eu Anacha dans le Reshut HaRabim. Mais si le chewing-gum il s'est collé en haut, au-dessus de 10 tfachim, Patour, parce que ça s'appelle Makom Ptour. L'espace qui est au-dessus de 10 tfachim à partir du sol s'appelle un lieu neutre. C'est pas Reshut HaRabim. Donc le Reshut HaRabim il occupe juste 10 tfachim de hauteur. 10 tfachim, ça fait à peu près 1 mètre, n'est-ce pas? Ou 80 cm, si on dit qu'un tefach, un point, c'est 8 cm. 10 fois 8 cm, c'est 80 cm. Alors, qu'est-ce que nous disons maintenant? Que si j'ai... avant cela, je vous ai parlé de chewing-gum. La Gemara ne parle pas de chewing-gum. La Gemara, elle parle des velashmena, une figue mielleuse. Une figue mielleuse, si je la lance, elle se colle. Moi, je parle de chewing-gum parce que c'est plus facile à imaginer, puisque les gens aujourd'hui mangent des chewing-gums et ils vous les collent partout. Eh bien, on peut imaginer quelqu'un qui a jeté contre le mur et le chewing-gum a collé contre le mur. Si c'était fait pendant Shabbat et il a fait plus que Arba Amot, Chayav ou Patour, ça dépend où est-ce qu'il a atterri. Maintenant, la question se pose. Selon cet axiome de base, qui consiste à dire que les marlam et asarat fachim, c'est pas Reshut HaRabim, c'est Makom Ptour. Quel serait le din si quelqu'un a pris un objet et il marche avec dans le Reshut HaRabim, mais il transporte l'objet en le tenant dans sa main à plus de 1 mètre, à plus de asarat et fachim? Est-ce qu'il est chayav ou il est patour? Est-ce qu'on va dire que puisque l'objet se trouve, les marlam et asara, il est patour? Ou bien il va être chayav? La Gemara dit, Amar Rabbi Hazar, Hamotzi Masoy, celui qui fait sortir une charge, les Ba'lam et Asarat Fachim, au-delà de 10 Fachim, Chayav.
il est tout de même chayav. Pourquoi? Sheken masa benekehat, puisque les melachot, d'où on les déduit? Du Mishkan. Et là-bas, les benekehat, qui étaient du Shevet Lévi, qui transportaient le Aaron HaKodesh et qui transportaient les kelim du Beth Amikdash, au moment de déplacement, lorsqu'on allait voyager et déménager d'un campement à l'autre, ils mettaient ces objets où? Sur leurs épaules. Et l'épaule, elle était au-dessus de Asara Tefachim. Oui, mais tu vas me dire peut-être que l'objet qu'il portait, lui, l'objet lui-même, peut-être qu'il était à l'intérieur de Asara Tefachim. Alors la Gemara va nous faire une démonstration. Elle va nous démontrer que c'est sûr que l'objet qu'il portait était suspendu au-dessus de dit Fachim. Et donc, on est obligé de dire que quelqu'un qui aujourd'hui ferait pendant Shabbat cette action de transporter un objet dans le Reshut Harabim, même au-dessus de dit Fachim, c'est sûr qu'il est chayav. Et d'où on l'apprend? On apprend du Mishkan. Tu vois que les Bnei Kehat, ils transportaient des objets qui étaient au-dessus de dit Fachim. La Gemara dit Umasa Bnei Kehat min nalan. Et d'où sais-tu qu'en effet, c'est vrai ce que tu viens d'affirmer, que les Bnei Kehat transportaient des objets, les Mahalam et Asarat Fachim, dirtiv. On apprend du pasuk suivant. Ala Mishkan ve'ala Mizbeach saviv. Makish Mizbeach la Mishkan. Ma Mishkan eser amot, af Mizbeach eser amot. ומשכן גופי מנהלן, דכתיב 10 אמות אורך הקרש, וכתיב, ויפרוס את האוהל על המשכן. ואמר רב משה רבנו פרסו, מכאן אתה למד שגובהן של לוויים 10 אמות. וגמירה, דכל תונה דמדלה במוטות, תלתה מלעיל ותרי תלתה מלתחת. אשתך דהבה מדלה טובה. J'ai tout lu en bloc, parce que c'est un bloc en réalité. Je vais d'abord expliquer oralement, et ensuite on va, Be'ezrat Hashem, reprendre tout cela dans le texte. De quoi parle-t-on? On parle de la configuration du Mishkan. Le Mishkan, lui-même, était constitué de poutres. Il y avait 20 poutres dans le nord, 20 poutres au sud, et 8 poutres à l'ouest. En tout, 48 poutres. Et ensuite, il y avait une séparation entre le Kodesh et Kodesh HaKodashim, et il y avait un massar du Petach HaMishkan. Donc le Mishkan, quelle était sa longueur? 30 coudées. Sa largeur, 10 coudées. Ensuite, autour du Mishkan, il y avait le Hatzar HaMishkan. Le Hatzer, il faisait Mea Amma, 100 coudées de long, et Hamishim Amma de large, 50 coudées de large. Le Mishkan, il était exactement au niveau de la moitié du Hatzer HaMishkan. Ça veut dire qu'on avait Hamishim Amma sur Hamishim Amma de libre. Le Mishkan était à l'intérieur du Hatzer, il arrivait jusqu'à la moitié, pile, Bediouk. Et après, dans la deuxième partie du Hatzer HaMishkan, ce qui était devant l'entrée, là-bas on avait le Mizbeyar, il y avait le Kior, et ainsi de suite. Donc, on était dans les dimensions, les mensurations qui étaient les suivantes. Le Mishkan lui-même, il avait une hauteur de 10 amot, de 10 coudées. Le Mizbeyar, l'autel où on allait brûler et sacrifier les corbanotes, lui aussi, nous dit Rashi, il avait 10 coudées de hauteur. Les klaim, c'est-à-dire, qu'est-ce qui constituait le Hatzer? C'était les klaim. Kal'e et Hatzer. C'est quoi les klaim? C'est des rideaux, des voiles qui servaient de paravent. Et c'est ça ce qui permettait de constituer le parvis du Mishkan, le Hatzer HaMishkan. Quelle était la hauteur de ces klaim? Rashi nous dit 15 amot. Plus haut encore que le Mishkan et le Mizbeach, qui eux mesuraient 10 amot de hauteur. Pour que ce soit clair, je me permettrai juste de lire rapidement le Rashi. Af Mizbeach govho eser amot.
והוצרך לסובבו בקלעים של 10 אמות רוחב. ומה אני מקיים? וגימל אמות קומתו משפת סובב ולמעלה. ומה אני מקיים וקומה 5 דקלעים משפת מזבח ולמעלה. כך מפורש במסכת זבחים שהיו הקלעים ט"ו אמות. Donc Rashi nous a ramené de Masechet Zvachim les mensurations précises. Bien que, en lisant la Torah, on est sûr de se tromper. Parce que si on lit Bédiouk les mensurations comme c'est écrit dans la Torah, on ne sait pas ce qu'on a. Rashi nous rapporte le pirouche de la Gemara dans Zvachim pour nous expliquer quel est le sens des psukim par rapport à cette réalité. Alors, on a compris que le Mishkan et le Mizbeach mesuraient 10 amot de hauteur. Qui est-ce qui a étendu les tentures sur le Mishkan? C'est Moshe Rabbeinu. Vaïfros et Ohel à la Mishkan. Quelle était la taille de Moshe Rabbeinu? Il faisait 10 amot, 10 coudées, 5 mètres de haut, géant. Et la Gemara présume, elle suppose que même les Lévi'im étaient de la même taille que Moshe Rabbeinu. Et de ce fait, combien ils mesuraient les Lévi'im, les Béné Kehat, puisque Kehat, Gershon, Merari, ce sont les familles de Lévi, certainement comme Moshe Rabbeinu. Ils avaient le même patrimoine génétique. Donc ils faisaient 10 amot. Très bien. Alors maintenant, si ils mesuraient 10 coudées, et ils portaient le Mizbeach, entre autres, ils devaient certainement porter le Mizbeach de la manière classique, c'est-à-dire il y a une technique que la Gemara va nous expliquer. Lorsqu'on porte un cube volumineux qui pèse lourd, comment est-ce qu'on transporte? Vous le savez qu'il y avait toujours des barres de soutien. Il y avait le Aaron HaKodesh qui avait des tabarotes et on avait enfilé des barres de soutien. Il y avait des badim. Il y avait également des badim qu'on allait enfiler dans le shulchan pour le porter. Il y avait des badim qu'on allait enfiler aussi dans les anneaux du Mizbeach pour le porter au moment des déplacements, des déménagements dans le désert. Qui est-ce qui allait porter le Mizbeach? Les Béné Kehat. Les Lévi'im. Eux, combien ils mesuraient? On a dit 10 amot. Combien mesurait le Mizbeach lui-même? Aussi 10 amot. La règle est la suivante. Si on veut transporter quelque chose de volumineux, alors il faut mettre les barres de soutien au niveau de 2 shlish. Ça, c'est la technique. La technique, c'est d'enfiler des barres de soutien dans des anneaux qui sont situés aux 2 tiers de la hauteur. Par exemple, si on a un élément qui fait 3 mètres, si tu veux le transporter, ce cube volumineux, il faut que tu mesures à partir du bas 2 mètres et tu mets là-bas des barres. C'est comme ça. Parce qu'au niveau du poids, c'est plus équilibré. Parce que si tu mets beaucoup de poids là-haut, ça risque de basculer et tu peux faire tout tomber. Il faut qu'il y ait une partie en haut et le rove du poids en bas. Parce que si tu mets beaucoup de poids en haut, c'est très dur à porter. Il suffit qu'il y en ait un qui est basculé un tout petit peu et tout le poids va tomber de son côté. C'est extrêmement dangereux. Donc la technique, c'est ça la règle physique et technique, c'est que à chaque fois qu'on veut porter un poids, on le met au niveau de 2 tiers de la hauteur. Combien mesurait le Mizbeach? On a dit 10 coudées. 2 tiers, ça fait combien? 6,66. 6 coudées, 66. Ça veut dire 6 coudées et 2 tiers d'une coudée. D'accord. Ok. Maintenant, il faut savoir qu'une coudée équivaut 6 tfahim. Dans une coudée, on a 6 tfahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On a dit que
Reshut Arabim, il occupe une atmosphère de combien? 10 tfachim. Ça veut dire un peu moins de 2 coudées. 2 coudées, c'est 2 fois 6, 12. 12 tfachim. D'accord? Juste, gardons ça dans un coin de notre esprit. Ça veut dire que le Reshut Arabim, il n'occupe même pas de 2 coudées. Même pas 2 coudées. Alors maintenant, imaginons les Bnei Kehat en train de transporter le Misbéach. Ils mettent les barres de soutien où? Sur leur épaule. Eux, combien ils mesuraient, avec la tête incluse? 10 amot. Alors, venez, on va retirer par exemple, allez, une ama pour la tête. Allez, on va retirer une ama pour la tête. Il reste combien? 9. Donc au niveau de l'épaule, ils ont mis combien? Ils avaient combien depuis l'épaule jusqu'au sol? Allez, 9 coudées. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Qu'est-ce qu'ils ont attrapé sur l'épaule? Qu'est-ce qu'ils ont mis sur l'épaule? Les barres de soutien. Les barres de soutien du Misbéach. Le Misbéach maintenant, à partir des barres de soutien jusqu'au sol, il y a combien qui est suspendu en l'air? On a dit 6 coudées, 66. Allez, on va dire 7 coudées. Allez, on va dire 7 coudées. Pour arrondir, plus facile. D'accord? Alors, 7 coudées à partir de l'épaule. Combien, on a dit depuis leur épaule jusqu'au sol? 9 coudées. Combien étaient suspendus en l'air? 7 coudées. Combien il reste au-dessus du sol? 2 coudées. 2 coudées, c'est combien de tfachim? 12 tfachim. On est au-delà de 10 tfachim. Donc de là, la Gemara déduit qu'en effet, quelqu'un qui transporterait un massa, une charge, sur son épaule, même si c'est au-dessus de 10 tfachim, quel est le din? Chayav. Pourquoi? Car d'où on apprend les dinim de Melacha et Shabbat? On apprend du Mishkan. Et là-bas, il transportait au-dessus de 10 tfachim. C'est comme ça qu'il transportait le Misbéach. Alors, on va lire et traduire. Je relis tout depuis le début de la Gemara. Amar Rabbi Elazar, Amotzi Masoy, celui qui fait sortir une charge, les Ma'ala Me'asarat Fachim, au-dessus de 10 Fachim, Chayav, il est condamnable, il est passible d'un korban khatat, Sheken Massa Bnei Kehat, puisque les Bnei Kehat transportaient ainsi des objets au-dessus de 10 Fachim de hauteur. Ou Massa Bnei Kehat Minalan, et d'où le sait-on? Réponse, on va citer un pasouk qui parle de Kal'e et Hatser, des rideaux, des paravents qui étaient tout autour du Hatser HaMishkan, tous les voiles. Qu'est-ce qui est écrit? Ala Mishkan ve'ala Misbeach Saviv. Alors, si on traduit littéralement, sur le Mishkan et sur le Misbeach tout autour, ça ne veut rien dire. C'est pas Ala Mishkan ve'ala Misbeach. C'est pas sur le Mishkan et sur le Misbeach. Ça veut dire autour du Mishkan. C'est ça ce que ça veut dire. Seulement, pourquoi c'est Al? Pourquoi ça s'appelle Al? Parce que c'était au-dessus, c'était plus haut. On a dit que le Mishkan, il mesurait 10 amot. Les Kalaé et Hatser, ils mesuraient 15 amot. Donc, ils étaient Al, mais c'était Saviv. Et puisque la Torah a juxtaposé le Mishkan au Misbeach, Makish Misbeach, les Mishkan, Ma Mishkan Eser Amot, Af Misbeach Eser Amot. Le Mishkan, on le sait très bien, qui mesurait 10 amot de hauteur. Eh bien, le Misbeach également. Au Mishkan Goufé Minalan, et d'où sait-on que le Mishkan y mesurait 10 coudées de hauteur, Dirtiv Eser Amot, Orech HaKaresh, puisque chaque poutre mesurait en longueur 10 coudées. Donc, si la poutre, elle était debout, forcément, la hauteur est de 10 coudées. Urtiv, et on a encore un passage qui dit, Vaïfros c'est à Ohel, à la Mishkan. Moshe Rabbeinu a étendu le Ohel sur le Mishkan, les tentures sur le Mishkan. Ve'amarav, Moshe Rabbeinu perasso. Et Rav nous dit que c'est lui qui a été porès, c'est lui qui a étendu le Ohel en tissu sur le Mishkan, ou les tentures, les peaux de bête au-dessus des tissus. Les tentures qui étaient en peau de bête, Moshe Rabbeinu les a étendues au-dessus des tentures qui étaient faites en tissu. Mikan atalamed, de là tu apprends.
Govhan shel Lévi'im, Eser Amot. Que la hauteur des Lévi'im était de 10 coudées. Comment tu le sais? Eh bien, puisque Moshe Rabbeinu mesurait 10 coudées, parce que sinon, comment est-ce qu'il aurait pu étendre les tentures sur le Mishkan s'il n'avait pas cette hauteur? Et puisqu'ils étaient de la même famille, certainement qu'ils mesuraient comme lui. Ugmire, Techoltuna de Midle, Bemotot. Et nous avons une tradition. C'est quoi Gemire? Ça vient du mot Gemara. On a une tradition. Techoltuna. C'est quoi Tuna? C'est un fardeau. Techoltuna. Tout poids, toute charge. Des Midle, Bemotot, que l'on transporte avec des barres de soutien. Tilta mille'el ou tre tilté milletahat. Il faut qu'il y ait un tiers au-dessus des barres de soutien et 2 tiers en dessous des barres de soutien. Comme ça, quand tu vas le porter sur les épaules, il y aura un équilibre au niveau du poids. Ishtechah, il s'avère donc des Havamid le Tuva que le Misbéach était surélevé par rapport au sol du Reshut Harabim. Ça veut dire que le Misbéach se situait au-dessus des 10 Tfachim qui sont la zone atmosphérique du Reshut Harabim. Et donc, si on apprend du Mishkan, donc c'est sûr qu'il est chayav. Celui qui est motzi, un massa, les marla me'asara tfachim, il est chayav puisque c'était un massa qu'on retrouve lors du transport du Mishkan. Deuxième preuve que la Gemara veut nous citer encore par un calcul similaire. Mais pourquoi est-ce que la Gemara va chercher encore une autre démonstration? Apparemment, cette démonstration, elle est suffisamment belle. C'est que la Gemara va remettre en cause cet axiome de base. Tu dis, si Moshe Rabbeinu était très grand, alors certainement les Lévi'im. La Gemara va dire, ce n'est pas sûr. Fort possible que Moshe Rabbeinu était un être d'exception, et il l'était d'ailleurs. Donc, ce n'est pas sûr que les Lévi'im mesuraient cette taille. Et donc, il faut une autre preuve. Veibaïtima. Et encore, si tu veux, je peux te dire. Voici une autre preuve. Mais Aaron, ma preuve, elle sera du Aaron à Kodesh. De Amar, le maître nous a enseigné. Aaron, Tisha'a, Vekaporet Tefah. Les mensurations de l'Arche Sainte étaient de 10 tfachim de hauteur. Comment? L'arche elle-même, Aaron, Tisha'a. Le Aaron lui-même, combien il mesurait en hauteur? Tisha'a tfachim, 9 points. Des caporettes tefar. La caporette, c'est-à-dire le couvercle en or massif, était d'une épaisseur d'un tefar, 1 point, inimaginable. Tout cela, c'était caporette tefar. Harekan, asara, 9 plus 1 tefar, ça fait 10 tfachim. Ugmire, toujours selon la même tradition. Des choltuna, des midle bemotot, chaque charge qu'on veut soulever avec des barres de soutien, tilta mille'el ou tre tilté millera. Alors, on va mettre les anneaux pour faire passer les barres de soutien en ayant 1 tiers au-dessus des barres et 2 tiers en dessous des barres. Ishtechach, il s'avère donc del ma'alam me'asara hava ka'e. C'est-à-dire que les Lévi'im, quand ils portaient le Aaron à Kodesh, c'est sûr que le Aaron à Kodesh était suspendu au-dessus de 10 tfachim, au-dessus du Reshut Harabim. C'est sûr que le Aaron à Kodesh était suspendu au-dessus des 10 tfachim du Reshut Harabim. Comment on fait le calcul? Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Veibaïtima, c'est les dernières petites lignes de Rashi. Veibaïtima, log vihe Lévi'im. Peut-être que les Lévi'im n'étaient pas si grands de taille qu'on pensait comme Moshe Rabbeinu. Velav mi misbeach gamrinan. Et on n'apprend pas quoi que ce soit du misbeach. Des schémas Lévi'im log vihe et la shivra amot. Peut-être que les Lévi'im ne mesuraient que 7 coudées. Ve'en masa'an de misbeach gavoa mina aretz et la bet gimel tfachim. Peut-être que le misbeach, si on va d'après la règle, 2 tiers en dessous et 1 tiers au-dessus, peut-être que le misbeach, il était presque à ras du sol, à peine à 2-3 tfachim
du sol, pas 12 tfachim. Ou mais Aaron, Gamarla Rabbi Lazar. Alors d'où il a déduit Rabbi Lazar? Du Aaron à Kodesh. On a dit que l'Aaron à Kodesh, combien il mesurait en hauteur? 10 tfachim avec la caporette. Ishtecha, il s'avère, Delemala Merasara Kae Tuva. C'est-à-dire que le Aaron à Kodesh, il est bien au-dessus de 10 tfachim à partir du sol. Afilu en govhan shelivim ela gimel amot kamonu. C'est-à-dire que même si le gova, c'est-à-dire la hauteur des Lévi'im, c'est de 3 amot comme nous. Qu'est-ce que ça veut dire 3 coudées comme nous? Est-ce que nous on mesure 3 coudées? Tosfot disent Demikatef Adam adla Aretz Shalosh Amot. Tosfot disent que un homme mesure 3 coudées en moyenne, c'est à partir des épaules. Ça veut dire que à part la tête, il faut compter 3 coudées à partir des épaules. C'est ça ce que nous dit Rashi. Govhan Sheleviim enam ela gimel amot kamonu. Mais il faut suivre ce que dit Tosfot. C'est que ces gimel amot, c'est pas à partir de la tête. C'est à partir des épaules. Alors, reprenons. Des épaules jusqu'au sol, ça nous fait 3 tfachim. 3 amot. Hareyutre tfachim. Puisque une ama, c'est 6 tfachim. Donc 3 amot, c'est 18 tfachim. Donc depuis les épaules du Lévi jusqu'au sol, 18 tfachim. Ve Aaron et notalou il est matam kitfotem et là, shishat tfachim ou shne shlishet tefach. Selon la règle de la technique du transport d'un objet volumineux, on met 2 tiers en dessous et 1 tiers au-dessus. Donc si le Aaron il mesure en tout 10 tfachim, combien c'est les 2 tiers? 6 tfachim et 2 tiers d'un tefach. D'accord? Allez, on va dire 7 tfachim pour arrondir. On va arrondir à 7 tfachim. D'accord. Maintenant, de l'épaule jusqu'au sol, on a dit 18 tfachim. 18 tfachim moins 7 tfachim, ça fait 11 tefach. Donc on est bien au-dessus de 10 tfachim. Et pourtant, on transportait cela ainsi, le Aaron HaKodesh, dans le désert. C'est de là que on peut déduire ce qu'a dit Rabbi Elazar, que quelqu'un qui, pendant Shabbat, transporterait un objet en le soulevant au-dessus de 10 tfachim, voilà, il lève sa main, ou bien sur son épaule, et il marche. Tu vas dire, mais l'objet, il est dans ma compitour, alors il devrait être patour? Réponse non, il est chayav, car c'est comme ça qu'on transportait le Aaron HaKodesh. Et la Gemara dit, Veligmar mim Moshe, pourquoi est-ce que tu avais besoin de me citer une deuxième démonstration? Pourquoi tu ne t'es pas suffi de la première avec l'histoire du Misbéach? Veligmar mim Moshe, tu aurais dû apprendre de Moshe. Ligmar, ça veut dire Gemara, apprendre. Comme Moshe, il mesurait 10 amot, les Lévi'im, certainement, ils mesuraient de la même façon 10 amot, et par conséquent, la première démonstration était amplement suffisante. Pourquoi on avait besoin de déduire par une deuxième preuve? Réponse, Dilma Moshe Sha'ane. De Amarmor, En Hashechina Shora ila al Hacham, Gibor ve'ashir ou Ba'al Koma. Car en effet, Moshe, il se peut que c'était un être d'exception, puisque nous voyons d'ailleurs dans Masechet Nedarim d'Af Lamed Chet que la Shechina ne réside que sur quelqu'un qui est Hacham, qui est Gibor, qui est intelligent, qui est fort, Ashir, riche, et Baal Koma, et grand. Et tout cela, on apprend de qui? De Moshe Rabbeinu. Donc, il se peut que Moshe Rabbeinu était exceptionnel dans tout. Voilà pourquoi il a fallu citer la deuxième preuve. Et la Gemara conclut le sujet en disant Amarav Mishum Rabbi Chia Hamotzi Masoy Beshabbat Al Rosho Hayav Hatat Shekenan Shehutzal Osimken. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav nous enseigne au nom de Rabbi Chia que celui qui fait sortir un objet sur sa tête pendant Shabbat, eh bien il est Hayav Hatat. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas considéré comme inhabituel. Ce n'est pas un transport bizarre et étrange pour dire qu'il a fait des chinouilles et donc il serait patour. Pourquoi? Car dans la ville de Hutzal, c'était une ville en Babylonie, c'est comme ça que les gens faisaient. Sheken Anshe Hutzal Osim Ken. Et puisque les gens de Hutzal avaient l'habitude de transporter des objets sur leur tête, ça veut dire que c'est une façon normale de porter. Et donc il est chayav ratat s'il a fait pendant Shabbat. La Gemara s'étonne, elle dit quoi? Ve'anshe Hutzal ruba de alma. Les habitants de Hutzal deviennent une référence pour la majorité du monde. Ma pit homme. Eux, ils sont exceptionnels. Ce sont des gens marginaux. On ne peut pas faire d'une exception une généralité. Et là, itmar achi itmar. Donc il faut changer la version de l'enseignement de Rav. Voici ce qu'il a voulu dire. Amarav mishum Rabbi Chia, ehad mibne Hutzal sheotzi masoy al rosho b'Shabbat, chayav sheken bene'iro osim ken. On ne parle pas du reste du monde. On parle que des habitants de la ville de Hutzal. Si l'un d'entre eux aurait fait sortir pendant Shabbat un objet sur sa tête, il serait chayav. Pourquoi? Car chez eux, c'est comme ça qu'on transporte. La Gemara se demande, elle dit, même ça je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vetibatel da'ato etzel kol adam. On devrait annuler le comportement des gens de Hutzal par rapport au comportement général du monde. C'est-à-dire que, de manière universelle, personne ne transporte des objets sur la tête. Les gens de Hutzal, ils sont marginaux. On devrait justement dire que même quelqu'un qui habite dans la ville de Hutzal, s'il a transporté pendant Shabbat sur sa tête, c'est pas considéré comme un transport normal. Pourquoi? Batla d'Ato et Tsel Koladam. Ça, cette notion-là d'annulation de la minorité par rapport à la majorité, on retrouve dans Masechet Brachot quelque chose de très curieux. La Gemara dit que le vin, dans l'absolu, on aurait dû faire Birkat Hamazon quand on boit du vin. Pourquoi? Parce qu'il est mieux que le pain. Le pain, il rassasie, il nourrit, mais il ne réjouit pas. Le yaïn, il est sa'id ou mesameah. Ve'yaïn yesamach levav enosh, ve'lechem levav enosh is'ad. Alors on aurait dû faire Birkat Hamazon sur le vin. La Gemara dit pourquoi on ne fait pas. Elle dit parce que l'okavaïn chez Saudatayo il l'avait. Les gens ne font pas un repas de vin matin, midi et soir. C'est ce qu'on mange? Pas du tout, on mange du pain. Alors la Gemara dit si on a affaire à un homme qui lui fait du vin, son repas matin, midi et soir, est-ce qu'il fait Birkat Hamazon dessus? La Gemara dit non. Batla da'ato etzel kol adam. Son comportement est nul. Il est marginal par rapport au comportement universel. Alors, la Gemara dit, pourquoi tu ne dirais pas ça pour les gens de Hutzal? C'est vrai que chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Mais on devrait considérer que c'est vraiment marginal. Alors, la Gemara accepte cette question et elle dit, c'est vrai, tu as raison. Et là, itmar achi itmar. Si Rav a enseigné quelque chose au nom de Rabbi Chia, voici son enseignement. C'est juste le contraire. Hamotzi masoy al rosho patour. Quelqu'un qui transporterait un objet sur sa tête, justement, il est dispensé. Shabbat, il est quitte. Il ne sera pas hayav ratat. C'est assour comme des rabanan, comme toute melacha beshinouille. Mais il n'y a pas de issour d'oraïta. Pourquoi? Parce que c'est pas le derer. Veim timtzelomar anshe Hutzal otzim ken. Et si tu vas me dire que les habitants de la ville de Hutzal, ils portent des objets sur leur tête, batla da'atan etzel kol adam. Leur comportement est marginal et il est nul par rapport à l'attitude universelle. Mais il faut savoir que cette halakha de dire que porter un objet sur sa tête c'est inhabituel, c'est seulement des objets légers. Mais des objets lourds, beaucoup de gens, au contraire, portent sur leur tête des objets lourds, et ça c'est pas juste les gens de Hutzal. Dans beaucoup de pays, surtout nord-africains, vous verrez là-bas comment les gens transportent sur leur tête des poids lourds. Et
Et donc par rapport à des poids lourds, ce ne serait pas considéré comme étant quelque chose de marginal.